Moi j'estime que nos parents sont des livres vivants, des livres marchands, et que, pas que nos parents, mais tout le monde devrait écrire un livre ou se faire écrire un livre. Parce que souvent on met en valeur les gens exposés, les gens qui sont soi-disant connus, mais souvent moi ce dont je me suis rendu compte, c'est que les gens les plus intéressants sont les gens dans l'anonymat. Et ces gens-là devraient sortir des livres. Qu'en penses-tu? Je suis totalement pour ça. On a besoin d'avoir des témoignages pour tout. Par exemple, moi j'aimerais bien lire des témoignages par exemple d'immigrés algériens qui ont aujourd'hui 70 ans. Mais des gens lambda, hein, qui témoigneraient par écrit de ce qu'ils ont vécu, la guerre d'Algérie, le racisme, le fait d'être venu ici. J'aimerais bien, tu vois, lire sur des femmes noires qui ont connu les mouvements féministes des années 60, 70, tu vois, et des gens lambda. Il faut faire ça. Moi, je dirais même que, enfin, toi, comment on incite les gens à lire? Mais aujourd'hui, on est dans l'ère de l'audiovisuel. Du coup, moi-même, avec mon père et mes oncles, c'est ce dont je vais faire en 2020, c'est les interviewer, comme je te le fais avec toi ici, afin qu'ils racontent leur vécu, ils racontent leur parcours. Et nous-mêmes, avec notre média, on a commencé à faire ça. Ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale, je suppose, ton père? Mon père, non, il est dans 50. Ah, il est jeune. Mais ils ont connu la décolonisation et la colonisation aussi. Et du coup, ils ont un parcours de super-héros. Tu sais que Mouidi m'avait dit un truc dans l'interview, que sa grand-mère avait été... parce que lui, il est soniqué ou mandingue, je sais pas. Et il m'a dit que sa grand-mère avait été esclave aussi. Je trouvais ça super intéressant. Moi, j'ai mon arrière-grand-oncle qui a combattu pour la France. C'était mon grand-père qui devait aller, mais mon grand-père était trop mince. Et du coup, à l'époque, c'était forcé. Hein. Ils arrivaient dans les villages. Vu qu'ils estimaient que ouais, nos indigènes, vous venez pour l'armée française et on ne vous pose pas de questions. Ils ont pris mon grand-oncle, on n'a jamais revu. Enfin, mon arrière-grand-oncle, on n'a jamais revu. Vous ne savez pas s'il est mort? On ne sait pas s'il est mort, on le sait. Jusqu'à aujourd'hui, on le sait. T'as vu là, depuis quelques années, il y a eu une émergence des mouvements pro-black. Nous, jadis, avec mes amis, on avait créé une association qui s'appelait le CDR, Communauté Découverte Racine. On avait intégré une association qui s'appelait Conscience Noire. C'est une association qui était sur Paris, sur la ligne 5 à Auch. Et du coup, c'était un rassemblement de plein de Noirs qui, à un moment donné, valorisaient la culture et apprenaient l'histoire des grands leaders et l'histoire des pays et des royaumes. Du coup, Kémy Séba a fréquenté à un moment donné Conscience Noire et moi, la question que je voudrais te poser, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute cette émergence-là. Kémy Séba, nos filles qui sont passées par nous-mêmes, à un moment donné, on les a rencontrées à une certaine époque. Je vois ton visage là, mais... Calme-toi, je vois ton visage. Moi, Sarah, je l'aime bien, de nos filles, calme-toi. Mais bon, tranquille, tu vas dire ce que tu penses. Et en fait, voilà, la question que je pourrais te poser, c'est concrètement tous ces Noirs qui cherchent à cultiver la singularité. Enfin, est-ce qu'ils cherchent à cultiver la singularité? Non. Ou ils voudraient tout simplement prendre la place des Blancs privilégiés de ce monde? C'est juste une stratégie médiatique. Pour le moment, ils n'ont pas le choix, donc ils doivent capitaliser sur les Noirs. Une fois qu'ils auront plus de clics, plus de vues, ils deviendront les prochains Jean-Pierre Pernaut. Donc toi, tu penses que c'est pour être connu et être populaire dans le microcosme? Tu sais, moi, je vais dire quelque chose qui va choquer. Hein. Ici, en France, on aurait beaucoup mieux tous réussi si on était devenus des Français à part entière. On n'a pas besoin d'avoir une communauté noire. Les Noirs américains, ils peuvent revendiquer la négritude, I'm black, I'm proud. Ils ont que ça. Ils savent pas d'où ils viennent. Toi, tu es mandingue, moi je suis ça, l'autre il est ça. On est trop différents. Donc, on aurait dû devenir des Français à part entière, apprendre à nous enrichir, et pourquoi pas par la suite, en tant que Français d'origine africaine, nous unir. Ça nous dessert de chercher à avoir des leaders communautaires, tu vois. Et le fait qu'il y ait un tel vide culturel, un tel vide politique, un tel vide spirituel au sein de la communauté noire, on a des groupuscules minables qui veulent se faire des leaders, qui veulent devenir des leaders, tu vois. Donc malheureusement, les vrais travailleurs sociaux qui sont H24 dans les cités à aider
les habitants qui galèrent, qui souffrent de la faim, ils sont mis de côté parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les militants glamour. Aujourd'hui, c'est le militantisme glamour. Tu manifestes contre, je sais pas, les bavures policières ou la violence de ceci. Il faut être glamour, il faut qu'on te voit partout. Où est aujourd'hui le vrai militantisme où on ne te voit pas en fait, tu vois? Et c'est pour ça que je dis les vraies féministes qui se battent pour les droits des femmes, tu les vois pas, hein. Elles sont dans les bureaux, elles sont là, elles galèrent, assistantes sociales, etc. Les gens qui se battent pour les droits de l'enfant. À un moment donné, il faut qu'on sorte de ce concept virtuel de la vie, qu'on revienne dans la réalité, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Moi, une fois, il y a un ami qui m'a dit clairement, il m'a dit les Noirs ont une conscience de communauté, mais pas de peuple. D'où l'inexistence d'une communauté noire. En France, en tout cas. Mais pourquoi vouloir une communauté noire? C'est ça, je ne comprends pas. Moi, je pense vraiment à Boubacar, avec humilité et respect, on aurait dû devenir des Français à part entière, ou des Belges à part entière. Je pense. Je pense. Et quand tu dis français à part entière, c'est quoi? Parce qu'on sait que... Non, parce que aussi les Français sont comme les Anglais avec 30 ans de retard. Parce qu'on sait qu'en France, il y a eu cette politique qu'on appelait la politique d'assimilation. C'est-à-dire, ça n'a jamais marché. Voilà, effacer, ça a marché avec les Portugais, les Italiens, qui sont des Européens blancs. Mais avec les Français sont des hypocrites. Mais avec les Maghrébins, avec les Noirs d'Afrique qui sont très attachés à leur culture, ça n'a pas marché. En plus, on est des minorités dites visibles. Donc ça n'a pas marché. Et les Français sont des hypocrites. Les Français sont des hypocrites. Voilà. Ils nous ont imposé un système d'assimilation en sachant très bien qu'on n'allait jamais s'y adapter parce que ce système d'assimilation n'était pas fait pour nous. Tu ne peux pas chercher à assimiler quelqu'un et à chaque fois que tu le vois, tu le renvoies toujours à t'es de quel pays, t'es de quelle origine. Attends, tu veux qu'il soit assimilé ou pas? Tu vois, c'est facile pour un Italien ou un Portugais. C'est des whites. Tu vois, en 1-2 générations, ça part vite. Mais nous... Est-ce que tu ne penses pas qu'une Afrique unie et indépendante, c'est une utopie? Déjà, oui. Tu sais pourquoi? Aucun texte. Déjà, on n'est pas des Africains. Le terme Afrique, ça vient de Ifriqiya, qui renvoyait au Maghreb. Le terme africain, il a été imposé et il nous a été construit en fait. Tous les Africains, entre guillemets, qui sont là aujourd'hui, ne sont pas originaires du continent. Tous les Noirs qui sont en Afrique aujourd'hui ne sont pas originaires du continent. Il y en a qui descendent des anciens habitants du Moyen-Orient, d'autres qui descendent de là, qui descendent de là, tu vois ce que je veux dire? Et on s'est mélangé au fil du temps. Donc je pense que ça ne sert à rien de revendiquer une Afrique unie. Tu vois? Attache-toi à ton héritage, à qui tu es, c'est tout. Dans une des interviews, tu parles du fait que les livres que tu prends en référence sont plus des livres historiques. Ah ouais, moi j'adore l'histoire. Cheikh Anta Diop parle dans Nation de culture de aliénation culturelle. Et tu ne dis pas que... On sait qu'à la fin, après la guerre, il y a eu une américanisation du mode de vie français. Ah ça c'est terrible. Avec le rock qui est arrivé, avec le chewing-gum, avec le R&B, et que en fait leur plan Marshall en fait a été un plan aussi d'américanisation. Tu sais, je vais te dire un truc. Le français, il se plaint aujourd'hui en disant que ouais, il y a trop de musulmans, mais c'est de sa faute parce qu'il a troqué ses traditions pour un consumérisme de masse et une américanisation culturelle. Parce que tu ne te dis pas que le hip-hop, le rap, a participé à cette américanisation, notamment. C'est dans le même courant. Et que en fait, la réflexion que j'ai eue tout récemment, c'est que est-ce qu'on ne s'est pas fait avoir nous-mêmes, les Noirs qui vivent en France, avec le hip-hop? On n'avait pas parce que c'est parce que le hip-hop a participé à cette américanisation du monde en fait. Et je rebondis sur Cheikh Anta Diop, cette aliénation culturelle d'une civilisation sur toutes les autres. Vérité. À cause du rap, quelque part, on n'a pas su devenir des vrais Français à part entière. Parce que le rap a été aussi utilisé par la droite comme par la gauche pour divulguer leur propagande, etc. La gauche aussi nous ont dit quoi? Ouais, nous on va être là, on va vous protéger contre les méchants de la droite qui ne vous veulent pas parce que vous êtes noirs. Votre culture, le rap, c'est vous, c'est votre richesse. En sachant très bien qu'ils nous mentaient. Puisqu'on n'est pas des Noirs américains, tu vois. Donc on s'est accroché à une culture, on s'est identifié à des gens, les Noirs américains. On s'est accroché à du vide, on n'est pas eux, ils sont pas nous, tu vois. On a perdu du temps. Et là maintenant avec toutes les vagues d'immigrés qui arrivent encore, il y a les vagues de réfugiés qui sont toujours là. Il y a toujours une couche qui arrive et qui retrouve d'autres Noirs déracinés. C'est pour ça que je dis
qu'aujourd'hui on sait plus qui on est. Aya Nakamura, elle symbolise bien. Je suis désolée. Hein. Aya Nakamura, donc elle est guinéenne ou japonaise? Enfin, c'est quoi? C'est la culture du vide. Parce qu'on a été américanisé dans un bougli-bougla, culture des banlieues, américanisation, sous-culture africaine. Et ce mélange a été néfaste. Tu vois, on a perdu du temps. Est-ce que on connaît la situation au Congo aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure, mais on connaît aussi la situation en Haïti. Première République noire. Est-ce que tu fais, de manière succincte, est-ce que des fois est-ce que tu fais des parallèles entre l'Haïti et le Congo par rapport à la manière dont ces deux pays sont considérés Jamais. Mais je sais que il y a eu beaucoup d'Haïtiens au Congo. D'ailleurs, la chanteuse de indie, Réjeanne Magloire, elle est congolaise haïtienne. J'ai jamais vraiment fait le parallèle. Haïti pourtant est un pays qui est cher à mon cœur. Première République noire, etc. J'ai jamais fait le parallèle. Il y a peu, il y a eu un reportage qui s'appelait Alger, la Mecque des révolutionnaires 1962-1974. On sait qu'à Alger, le FLN a financé bon nombre de mouvements révolutionnaires dans le monde, dont Lumumba à l'époque aussi est allé, le Che Guevara, Nelson Mandela, lorsqu'il est revenu de là-bas directement, avec 27 ans de taux. Qu'en as-tu pensé de ce reportage et de cette époque-là? Moi, ce que je peux dire, et c'est pour ça que voilà, moi je m'intéresse beaucoup au monde arabe, étant partiellement de cette région. Moi, la question que j'ai envie de poser aux Maghrébins, c'est que s'est-il passé en fait? Que s'est-il passé pour que l'Algérie, parce que moi l'Algérie c'est un pays que j'affectionne beaucoup, que s'est-il passé pour que l'Algérie soit vraiment l'un des bastions du panafricanisme et qu'aujourd'hui on soit dans une négrophobie horrible? Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu le documentaire, beaucoup d'Algériens ne savaient pas que, il y avait eu ça, il y avait Angela Davis, il y avait machin, ils ne savaient pas. Il y a des rues carrément où il y a la rue Lumumba, il y a la rue Nelson Mandela, il me semble. Et moi, ça m'a choqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé au Maghreb pour qu'il y ait eu cette virulence, cette africanité, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui disent, moi je suis algérienne, je suis pas africaine, je suis pas vraiment africaine, moi je suis marocaine, je suis pas vraiment africaine, tu vois. C'est très important. Moi j'aimerais savoir. Et il y a aussi un ouvrage que je recommande, c'est celui de Albert Memmi, Portrait du colonisé, Portrait du colon et du colonisé, sorti en 62 il me semble. Albert Memmi est un auteur juif tunisien qui a écrit sur la place des juifs pendant la colonisation, le système de caste, etc. Un ouvrage très intéressant. Et lui aussi, il a une pensée très 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 différente, voilà, qu'on devrait aussi aborder, tu vois. Mais pour le cas de l'Algérie, c'est une énigme. Et j'aimerais justement entrer en contact avec des historiens algériens pour qu'ils m'expliquent. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Pourtant, après bon, c'est clair que là on discute et certains pourraient croire que dans tes propos tu fais des généralités. Toi. Non, c'est une vérité. Parce que même les Maghrébins qui disent qu'on n'est pas des racistes, quand ils voient des trucs de racisme, ils disent rien. Ah, mais on sait qu'il y a un problème. Ça, un gros problème. Il y a un gros problème. Moi-même j'ai des amis algériens noirs qui me disent qu'en Algérie il y a énormément de noirs. Ouais, dans le sud, vers Tamanrasset. Il y a énormément de noirs. Et chose qu'on ne sait pas réellement, tu vois, mais il y a un problème, ça c'est clair. Il y a un problème de racisme, il y a un problème de, je pense, de caste aussi, tu vois, parce que les Noirs algériens, me semble-t-il, je ne suis pas historien, mais me semble-t-il que c'était des descendants d'esclaves. Je sais plus, en tout cas les Noirs algériens sont des natifs berbères. Voilà, excuse-moi, exactement, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit en plus. Ils vont mentir en disant descendants d'esclaves, c'est faux. Et les blancs maghrébins qui ont la peau claire descendent de ces noirs-là, j'ai dit la vérité. Maintenant la chose c'est que concrètement il y a un problème. Et je pense qu'il ne se réglera que par le temps et les discussions. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous, lorsqu'on était avec Desporuti, on a parlé de ce problème. Parce que lui aussi, c'est dans le judaïsme. Voilà, et il avait été avec une maghrébine et tout ça. Et en fait, nous, on a parlé des couples mixtes, maghrébins noirs. C'était le thème de notre débat. Et du coup, à travers ça, moi, à un moment donné, ce que j'ai dit à un moment donné dans le débat, c'est que nous, dans les cités, à une certaine époque, on avait beau grandir avec des maghrébins. Certains d'entre eux, en tout cas, lorsque tu disais que tu voulais être avec leur sœur ou se marier avec leur sœur, c'était niet. C'est-à-dire les familles te bloquaient. Aujourd'hui, la donne a changé. C'est-à-dire que j'ai pas mal de cousins
Maliens, Sénégalais et autres, aujourd'hui sont mariés avec des Maghrébines. Et les parents ont lâché du lest. Donc, qu'il y aurait il y a une évolution. Parce qu'il n'y a plus le choix en fait. Il n'y a aussi plus le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça y est, c'est mixte. Les filles, voilà, on est dans une autre époque. Ça y est, la fille maghrébine qui a envie de se mettre avec autre qu'un maghrébin, que ce soit un blanc ou un noir. Ça y est, on est dans cette époque-là. Et bon, je pense qu'il y a plein d'autres paramètres qu'on ne pourra pas évoquer aujourd'hui, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a une évolution. Mais après, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi des liens historiques? Parce que j'ai remarqué que les Maghrébins sont un peu plus sympathiques, entre guillemets, avec les Sénégalais. Est-ce qu'il n'y aurait pas des accointances historiques entre les deux? Le lien, c'est forcément c'est la religion, le lien. Il n'y a pas des liens ethniques? Il y a le lien religieux et il y a le lien ethnique aussi. Je parlais avec Ali de Lunatic qui me parlait du fait que... Il va bien? Il va bien. C'était bon, je l'ai vu il y a un certain moment et du coup j'aimerais bien le revoir là. Je vais être en voyage et il va être en concert dans pas longtemps. Parce que lui, il est métis, hein. C'est ça. C'est un noir marocain, blanc marocain. Lui, il est d'ethnie des Gnawa au Maroc, qui est une ethnie qui est clairement, une ethnie qui est clairement noire. C'est-à-dire c'est une ethnie noire africaine de l'Afrique subsaharienne qui à un moment donné, voilà, par des flux migratoires, voilà, qui s'est retrouvé en tout cas au Maroc. En fait, c'est des Africains noirs marocains. Et du coup, lui, il est issu de ça. Lui, carrément, je sais pas si tu te souviens de l'album de Lunatic. Sa maman est noire, je crois. Il me semble qu'il y a des gens de sa famille qui sont noirs, d'après ce qu'il m'a dit. Et il dit dans l'intro de Lunatic, homme noir, on a trop subi. On vient récupérer notre dû, la détermination à nos cœurs pour demeure. Et ça, je lui ai posé la question lorsqu'on a fait une émission avec lui qui n'est jamais sortie parce que les images ont été. Je sais pas ce qui s'est passé. Il m'a dit, bah moi je suis noir. Lui, il est clair. Parce qu'il avait dit dans une interview, il a dit, moi je suis métisse au Maroc. C'est ça. Noir et blanc. Ça, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Il est très intéressant. Ouais, ça se voit. Il est cultivé de malade. Nous, on a fait une émission avec lui et carrément, après l'émission, on a parlé 2 heures avec lui. Tellement cet homme est cultivé et apaisé et apaisant. On va pas tarder à finir notre entretien. Je vais terminer par quelques points avec lesquels on va discuter de manière succincte. Kenzie, dans On refait le rap, une émission avec Olivier Cachin et pas mal de gens, parle... Je déteste Olivier Cachin. Kenzie parle du rap d'aujourd'hui et du rap d'avant, et il explique pourquoi le rap d'aujourd'hui est moins revendicatif que le rap d'avant. Il explique que les rappeurs nés dans les années 70 et début des années 80 ont des parents qui sont nés dans les années 50 et les années 60. Et du coup, ils sont directement en lien avec la décolonisation, les droits civiques et tout ce qui va avec. Du coup, leurs enfants, lorsqu'ils sont nés, leur héritage, c'est tout ça. C'est les droits civiques, c'est la décolonisation et tout ça. Et donc, les années 80, les années 90, jusqu'aux années 2000, c'est des années où les enfants sont nés avec cet héritage-là, qu'ils ont entendu avec des reportages, avec des parents qui leur ont dit des choses. Arrivé aux années 2000, voilà, il y a des enfants qui aujourd'hui ont 20 ans en 2020, ou en 2019. Ils sont nés directement dans la télé-réalité, dans une société de l'ultra-capitalisme et tout ça, et du coup, ils sont nés dans un environnement qui ne parle que d'argent et du fait qu'il faut faire de l'argent à tout. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse de Kenzie? Je suis d'accord. Je suis d'accord. L'influence des grands dans les quartiers. Je sais que tu n'es pas issu des quartiers, mais je pense que tu connais un peu les quartiers en France. Un petit peu, vite fait. Un petit peu. Il y a des gens, des éducateurs. Moi, je suis un peu éducateur. Enfin, je suis dans l'insertion sociale. Il y a des gens qui estiment que c'est à cause de certains grands des quartiers qui mettent les petits sur le terrain, que les petits sont... Enfin, certains petits dans les quartiers sont dans une espèce de délinquance. Ils pensent que c'est la responsabilité des grands qui les mettent sur le terrain et la responsabilité des grands qui ne disent rien. Toi, qu'est-ce que tu en penses avec ton œil extérieur et ta petite analyse? Je pense qu'il y a du vrai dedans. Moi, il y a un rappeur que je juge comme étant extrêmement négrophobe, c'est Caris. Caris, pour moi, est un très grand négrophobe parce que si on prend un garçon comme Niska dit beaucoup de bêtises, mais il peut être excusé pour sa jeunesse. Caris, au contraire, il dit énormément de bêtises, alors qu'il a bientôt 45 ans. Il dit énormément de bêtises et il sait que les bêtises qu'il prononce vont abrutir les petits qui vont l'écouter. Mais il le fait quand même
pour avoir de l'argent en fait. Donc c'est un gars qui n'a aucun scrupule à détruire en fait la jeunesse noire, à leur vendre en fait de la merde pour s'enrichir sur leur dos. Et il y a beaucoup de caristes, je pense, dans les quartiers qui n'hésitent pas en fait à foutre les petits, comme tu dis, sur le terrain, etc. pour les exploiter. Tu vois? Oui, j'ai carrément des gens qui disent que c'est en partie de la faute des rappeurs si les petits sont dans cette ambiance de vouloir bicrave à tout prix, parce que dans le rap, dans le rap français en tout cas aujourd'hui, les mecs au devant de la scène ne parlent que de ça. Et Kerry James, dans une interview qu'on a fait avec lui, il a dit le rappeur qui dit qu'il n'est pas co-responsable de ça, c'est un menteur. Les paroles ont importance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je suis pas musulmane, mais c'est pour ça que je respecte quand même la conversion d'Ali. Quand il dit je veux plus chanter le crime paix, c'est profond. Parce que quand tu dis des trucs, aucun regret pour mes péchés, etc., ça a un impact. Tu pousses les gens à faire du crime, tu vois. Tu as du sang sur les mains. Donc il y a une puissance dans les paroles. Donc évidemment, ces rappeurs-là ne sont pas Mère Teresa, mais il y a des limites quand même. Tu vois, il y a des limites. Tu sais qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent facilement péter les plombs. Il suffit de ça qu'ils pètent les plombs. Donc temporisez un peu ce que vous avez à dire. Si tu leur montres toujours... Regarde, moi je trouve ça très choquant de voir un maître Gims acheter des vestes à 100 000 € alors que c'est des petits dans les quartiers crèvent de faim. On ne pourrait pas investir 100 000 € dans les quartiers pour créer des infrastructures, aider ces jeunes à justement sortir de cette sphère. Non, toi t'achètes des vestes en croco, tu vois. C'est négrophobe aussi. Et je fais très attention à mes propos parce que j'ai pas envie qu'on porte plainte pour diffamation ou autre, tu vois. C'est mon analyse. Après, peut-être que Maître Gims fait des choses à côté qui ne sont pas médiatisées. Enfin, je ne veux pas faire je ne suis pas son avocat, mais Moi, je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui a jamais parlé de ce qui se passe au Congo. Même Gradure, que voilà, musicalement, je trouve que voilà, c'est pas trop mon délire. C'est un garçon que j'aime bien, humainement. Même Gradure, quand il passe sur les plateaux télé, il parle un peu de ce qui se passe au Congo. À son petit niveau, il essaie de mettre en avant la guerre à Goma. Toi, tu es là, tu fais des sapés comme jamais, c'est tout. C'est pas normal. On va arriver à la fin de notre entretien, je vais te poser 2 dernières questions. Est-ce que tu peux me faire un petit retour sur tes 7 derniers livres et cette attraction que tu as un peu pour cette question noire, d'où te vient-elle et est-ce que c'est un héritage familial? Alors, je réponds en deux temps. En fait, je crois que j'ai écrit 11 livres, je crois, il me semble. Tout tourne autour de la masculinité noire et le thème aussi un peu des métis, tu vois, le fait de ne pas savoir d'où tu viens, déracinement. Je dirais peut-être que c'est la question noire du déracinement de l'histoire, c'est peut-être quelque chose que j'ai hérité de ma mère, je pense. Parce qu'elle était beaucoup dans tout ce qui est historique. Quand j'avais dans les 7 ans, elle me forçait à regarder Racine ou Malcolm X, c'était des scènes assez violentes, et elle faisait ça pour donner une conscience noire. Je pense que c'est ça. J'avais aussi une tante aussi, qui aimait beaucoup l'histoire africaine, des pharaons, tout ça. Donc je crois que c'est ma tante et ma mère, donc ses sœurs, qui m'ont influencé, je pense. Dans un de tes livres, tu parles de Booba et de son positionnement anti-colonialiste. Ouais, je parle en fait de Booba et de son discours post-colonial. Voilà, post-colonial. En tant qu'entité métisse venant des banlieues, de ce qu'il dit. Tu vois, c'est une analyse en fait de ses lyrics. C'est un livre que je recommande, très bien écrit, et que je cherche à lui faire parvenir. Et je cherche aussi à le faire parvenir à Ali. Parce qu'il y a un deuxième livre qui va sortir sur le thème de l'enfermement, et ce sera une analyse de Mauvais Oeil. Ok? Donc voilà. C'est un message. Ma dernière, tu es une femme noire. Tu es sûr? J'ai l'impression en tout cas. Je t'observe, je pense que tu es une femme. Avec mon œil de vieux père. Tu es une femme, je l'observe, je le vois. Récemment, avec des amis à moi qui sont de ma génération, on a reconnu, récemment, il y a quelques années déjà, on a reconnu que les femmes étaient plus fortes que les hommes. C'est-à-dire que face à des épreuves de la vie qui peuvent terrasser un homme, c'est-à-dire ne serait-ce que des douleurs de cœur, avec des séparations, des choses comme ça, nous, on a vu beaucoup de nos amis vouloir se suicider, carrément tomber dans l'alcool, tomber dans la drogue dure ou dans la drogue douce, devenir SDF, face à des épreuves de la vie. On s'est rendu compte que les femmes de nos vies et les femmes qui sont autour de nos vies
en parlant avec elles, en les aidant même, ou même beaucoup d'entre elles nous ont aidés aussi. On s'est rendu compte qu'elles ont traversé des épreuves de malades qui sont les mêmes que les nôtres et voire pire, en plus du fait de ne pas être considérées à leur juste valeur parce que ce sont des femmes. Par exemple, dans les bars, c'est rempli d'hommes qui sont fonce-dés et vas-y, par rapport à des douleurs, vas-y. Les mecs qui sont clochards, ou même les gars dans les quartiers ou ailleurs, dans les villages qui se regroupent à fumer, à boire, c'est beaucoup des hommes, tu vois. Et du coup, nous, on estime que les femmes sont plus fortes que les hommes, surtout mentalement. Moi, je dirais déjà merci de dire ça. Je pense que les femmes ne sont pas plus fortes, mais on n'autorise pas les hommes noirs à souffrir. Moi, je dirais ça. Nous, on regarde même quand tu vas dans les deuils noirs. Tu vois comment les mamans, elles pleurent, elles se roulent par terre. On les laisse. Un homme doit toujours intérioriser. L'homme noir doit toujours tout intérioriser. Il n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit de péter les plombs. C'est pour ça que beaucoup sont dans l'alcool, la drogue, deviennent SDF, parce que c'est trop. Mais nous, comme on a le droit plus ou moins de nous exprimer, de pleurer, de craquer, ça passe. Mais un homme noir qui craque, automatiquement, il est vu comme vas-y, t'es faible. Et je pense que c'est plus le fait que l'homme noir ne soit pas encouragé à s'exprimer qui fait qu'il craque facilement. Parce que c'est trop. Justement, tu as répondu à... J'allais en venir là en fait. Ce que tu as dit, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est le fait d'intérioriser tant de douleurs et de ne pas forcément les extérioriser parce qu'il faut tenir une posture. Et le jour où une douleur trop forte t'atteint, le jour du craquement, il peut être fatal pour certains. Parce qu'après, sans vouloir... Après, je sais que c'est la fin de l'interview. Je ne sais pas si tu as vu le film Monster avec Charlize Theron. Voilà, la tueuse en série, Aileen Wuornos. C'est une histoire de dingue. C'est une femme qui a énormément souffert, qui a tout fait pour changer, qui a accumulé. Et il y a le jour de trop, tu vois. Et après, elle vrille, elle commence à tuer tout le monde. Donc, nous aussi, les femmes, on supporte. Mais il y a un niveau à ne pas atteindre, je pense. C'est tous les êtres humains qui sont comme ça. Mais nous, on a le droit de nous exprimer, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être triste, tu vois. Alors que l'homme noir, il vit une difficulté quand même assez brutale, je trouve. En tout cas, je te remercie pour cet entretien. Merci. Femme, je vous respecte. Victoria, je te respecte. Merci. Je savais qu'on allait avoir un entretien aussi riche. Merci. Je me suis préparé, j'ai dit, la sœur là, rien que les échanges Messenger, c'était quelque chose. Donc je me suis dit que lorsque nous allons converser ensemble face caméra, ça va être quelque chose. En tout cas, merci à toi et je pense que j'ai zappé plein de points parce que on se reverra une autre fois. Parce qu'on n'aura pas le temps, tu peux le contrat. Merci à toi. Merci.